Bon, bonjour à tous, pour ceux que, même si la journée a déjà bien attaqué, pour ceux qu'on n'a pas pu encore voir dans cette salle de conférence. Pour cette avant-dernière intervention, on va rester dans le domaine du sport par rapport à la conférence juste avant de M. Eric Baron. On reçoit M. Sébastien Cara. Bonjour, M. Sébastien Cara. Bonjour à tous. M. Sébastien Cara est responsable prototypage chez Decathlon. Chez Decathlon sur le site de Lille. Donc, vous avez fait le déplacement exprès pour nous, donc merci beaucoup. Nous vous en remercions fortement. Vous êtes le plus jeune des conférenciers de la journée en plus. Merci d'avoir fait le déplacement, on insiste. Le problème des transports pour venir à Oyonnax est un problème qu'on va traiter juste après dans la table ronde. Voilà. Vous allez nous parler du développement d'une pagaie de stand-up paddle chez Decathlon. Donc, je vous laisse la parole tout de suite. Si vous avez des questions pendant la conférence, vous pouvez les poser sur le WoClap. Vous pouvez scanner les QR codes, il y en a un peu partout dans la salle. Et à la fin de votre intervention, on vous posera quelques questions. Merci. C'est à vous. Merci Dorian. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le développement d'une pagaie de stand-up paddle chez Decathlon. Donc, c'est la pagaie 900 IT8. Alors, tout d'abord, donc déjà, un petit sommaire rapidement. Donc, je vais vous présenter un peu mon parcours scolaire et comment j'ai fait pour arriver chez Decathlon. Après, je vais vous présenter un peu pour donner les bases du composite, le contexte. Après, le produit, comment on développe un produit composite chez Decathlon. Et enfin, l'étude, notre cas d'étude qui est la pagaie 900 d'IT8. Donc, tout d'abord, j'ai fait une filière technologique en spécialité e-tech, donc innovation technologique et éco-conception au lycée. Ensuite, j'ai enchaîné sur un DUT en génie mécanique, donc resté dans le domaine technologique. Puis, enfin, j'ai fait une formation chef de projet en matériaux composites chez Polivia, anciennement IPC, pour ceux qui ont connu. Et du coup, pendant ce… Pardon ? Oui, ça a été le CIRFAT, mais après, ça a été IPC pendant ma période, c'était Compositech. Et ensuite, j'ai fait mon stage de DUT chez Decathlon. Après, j'ai été embauché justement pendant l'été. Ensuite, j'ai fait mon alternance pendant 1 an et demi en tant que prototype maker. Et après, je suis passé responsable atelier et maintenant, je suis prototype développeur et responsable d'atelier. Donc, je fais la combinaison des deux. Donc, les missions. À l'atelier, qu'est-ce qu'on fait? C'est surtout réaliser tout ce qui est prototypage dans des délais les plus courts possibles pour répondre aux besoins des différents sports passions de Decathlon. Donc, je fais pas mal de conception, d'outillage, notamment pour tous les produits que je vais prototyper après. Après, on a la partie aussi fabrication. Donc, ça arrive de faire des outillages qui peuvent être en lab, donc en mélange de résine époxy et charge. Donc sur des petites machines comme des chariots robots, par exemple, ou encore après réaliser tout ce qui est lay-up final et mise en plan 2D pour l'industrialisation, avec les autres services. Donc déjà, pourquoi on utilise les composites? Donc c'est facile, on en a besoin pour différentes raisons, notamment par rapport à la masse. Donc on dit ça la propriété spécifique, donc la masse par rapport à la rigidité du produit. Aussi parce que ça permet de faire des pièces assez flexibles et légères. Ça permet aussi la durabilité et aussi de faire des grandes pièces, contrairement à d'autres process qui impliquent des investissements plus onéreux et plus difficiles à mettre en œuvre. Donc après, qu'est-ce qui peut impacter un produit composite? Ça va être surtout les coûts, ça va être la résistance au choc qui peut être limitée avec une rupture fragile. Et on a aussi des pièces qui sont relativement fines. Donc, c'est rarement des pièces qui font 15, 30 ou 50 mm d'épaisseur. Ça va être sur des plis de plus ou moins 1 mm, par exemple, chez Decathlon. Donc, on voit, par exemple, les vélos, ce n'est pas des produits très épais. Les cannes à pêche non plus. On est autour du millimètre, en général, sur les épaisseurs de section. Et après, tout ce qui est durabilité, surtout dans l'aéronautique et dans le militaire et tout ce qui est hélicoptère. Et enfin, sur les pales d'éoliennes pour les pièces de grande dimension. Donc ensuite, un composite, qu'est-ce que c'est? Un composite, c'est l'assemblage de plusieurs matériaux de nature différente qui, ensemble, donnent ont des meilleures propriétés que chacun des matériaux dit séparément. Voilà. Donc là, vous avez en exemple
sont des pré-imprégnés qu'on peut utiliser chez Decathlon. Donc, je vais essayer de vulgariser ça assez facilement. Donc, un composite, par exemple, là sur les pattes, donc les pattes, ce sont les renforts fibreux, donc les fibres longues, donc ce qui va apporter les propriétés mécaniques. Et l'œuf, donc l'omelette, ça va être le mélange matrice plus renfort. Et donc la matrice, elle va apporter les propriétés plutôt physico-chimiques. On a le même exemple avec l'assemblage entre ces deux composants, parce qu'il faut qu'ils se marient bien ensemble. Donc, on a l'exemple de l'orange, qui est un mauvais collage parce que c'est facile à peler, contrairement à la pomme qui, elle, est plus difficile à peler. Et donc, ça représente en gros la capacité du composite à bien s'assembler entre les deux matériaux, donc la matrice plus les renforts. Donc, nous, on va privilégier les cas de la pomme. Donc, du coup, en contexte, je travaille chez TECOF, donc c'est le bureau d'études de Decathlon. Donc, on a plusieurs services au sein de ce bureau d'études. Donc, on a un service qui est lié à la conception des produits. Ensuite, on a quelque chose qui permet de développer des outils numériques pour faciliter à la conception. On a un laboratoire d'essai qui nous permet de tester nos produits et de tester pour voir s'il y a des problèmes de qualité différents sur un peu tous les produits qui sont faits. Et on va avoir un service d'impression 3D, donc où on peut réaliser de nombreuses pièces, et maintenant on fait même de la production. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du NoScript, et c'est un des premiers produits qui a été fait par impression 3D en production. Et il y a l'entité où je travaille directement, donc c'est le Composite Lab, donc où on va faire tout ce qui est simulation numérique et réalisation du prototypage des différents produits. Et enfin, on a l'écolab. Donc, l'écolab, c'est toute la partie développement durable pour intégrer l'éco-conception dès le début dans la chaîne de valeur du produit et pour essayer d'optimiser les émissions CO2, par exemple, entre autres. Donc, la cible en gros des produits qu'on réalise au Composite Lab, ça va être ça, c'est des projets où j'ai directement travaillé, donc qui sont sorti au magasin. Donc là, on a le Secure Foil. Donc c'est un foil qui comporte des bords souples, des bords souples pour éviter de blesser les personnes lors de la pratique, parce que c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Et il y a beaucoup de plages qui ont interdit les foils justement pour ça, pour les risques de coupure. Le throwing stick, donc c'est un lance-bouillette pour la pêche de la carpe. Donc ça permet de lancer des appâts à près de 200 mètres. Donc voilà. Et enfin, le cas de notre étude, qui va être la pagaie 900, un des premiers produits vraiment intégrés en composite sur les pagaies. Donc, voici le schéma de développement des produits composites chez Decathlon. Donc là, il y a à peu près une 14aine d'étapes avant d'arriver à un produit en magasin. Et nous, on va se concentrer sur les étapes ici, qui sont tout ce qui est la simulation, réalisation des lay-ups et la réalisation du prototype fonctionnel. Donc, l'atelier composite, on est deux. Donc, j'ai un apprenti et moi-même, du coup, qui travaillons dans une surface d'à peu près 350 mètres carrés. Et on a de nombreux outils pour réaliser plusieurs process composites. Pas de souci. Donc, déjà, on commence toujours par un cahier des charges. Donc, on fait une demande. Un sport de Decathlon a besoin d'un produit. Donc là, pour le cas, c'était Ikiwi, donc pour les sports tout ce qui est sport d'eau. Donc, ils viennent vers nous. Ils ont des caractéristiques spécifiques à atteindre. Et nous, on les retranscrit dans le cahier des charges avec eux. On les accompagne. Donc là, les objectifs pour la pagaie, c'était d'avoir une pagaie la plus légère possible. D'utiliser des matériaux composites pour ça, parce qu'elles sont généralement en aluminium, d'avoir la meilleure efficacité énergétique, donc la meilleure surface de pale pour pouvoir avoir une poussée importante sans générer trop d'efforts, et aussi qu'elle résiste bien en flexion. Donc, moi, j'ai commencé quand j'étais en stage, donc c'était la partie conception 3D. Donc, j'ai fait le développement de la conception de la poignée de la pagaie. Donc, j'avais repris une première poignée qui était la conception plastique
originel sur le modèle précédent. Et donc après, on a fait quelques modifications pour pouvoir l'intégrer entièrement en composite et pour qu'elle soit réglable, pour permettre une plus grande plage de réglage pour la pagaie. Donc là, on voit la première version donc, injectée en plastique et après qui a été transformée, rallongée pour pouvoir être intégrée avec un éplat particulier pour le guidage. Ensuite, pour ça, on a fait des simulations numériques donc pour vérifier que la pagaie elle pouvait résister aux efforts, aux sollicitations mécaniques qu'elle pourrait voir au cours de son existence. Donc, selon l'usage, donc ça peut être utilisé pour des pagaies, pour des stand-up paddle race, donc qui peuvent servir notamment en mer, donc qui peuvent avoir plus de sollicitation que sur des pagaies destinées à des usages plutôt en lac, par exemple. Donc après, là, vous avez un exemple du lay-up. Donc, qu'est-ce que c'est un lay-up? Globalement, c'est la construction du produit composite. Donc, ça va être l'empilement des différentes couches qu'on peut avoir. Donc, nous, on travaille notamment plutôt en pré-imprégné. Donc, le pré-imprégné, c'est quoi? En gros, c'est que le composite, on a la partie fibre et la partie matrice qui sont déjà assemblées avec un pourcentage de résine qui est vraiment précis et qui permet une meilleure maîtrise de la fabrication et une facilité de production aussi. Donc ensuite, on réalise la 3D outillage, donc qui permet de mouler la pièce en composite. Donc là, ça a été un moulage, je vais vous parler un peu plus tard, un moulage par vessie. Pour ça, on va réaliser aussi l'outillage. Donc là, j'avais entamé la fabrication, donc tout ce qui est la conception et la FAO, donc fabrication assistée par ordinateur. Donc on utilise plusieurs logiciels. Là, j'avais utilisé un logiciel spécifique plutôt dédié pour des grosses machines. Donc on avait un centre d'usinage où j'ai pu préparer les parcours outils pour ensuite les transférer à la machine. Et généralement, maintenant, on utilise un autre logiciel puisqu'on a une plus petite machine qui permet de faire de plus petits outillages. Donc là, c'est un exemple. Donc là, c'était l'usinage de l'outillage. Donc j'ai fait une partie de cet outillage avec une fraiseuse 5 axes. Donc ensuite, voici l'outillage qui a été réalisé. Donc on a ensuite, après avoir réalisé l'outillage ou fait sous-traiter l'outillage, parce qu'on fait les deux, soit on réalise l'outillage en interne, soit on le fait faire par des externes, par des usineurs spécialisés. Là, du coup, c'est la phase de préparation de l'outillage, parce qu'un outillage, il a toujours des pores qu'il faut boucher. Donc, on va mettre des démoulants pour permettre de pouvoir retirer les pièces plus facilement, une fois l'avoir moulé. Donc, le prototypage, là, il s'est réalisé en 3 étapes. Donc, une première étape avec la réalisation du tube qui permet la partie rigide de la pagaie, la pale pour la pousser en haut et la poignée dont on parlait tout à l'heure, tout en haut, ici. Donc, plusieurs itérations ont été réalisées sur ce produit. Il a d'abord été réalisé en moulage en contact. Donc, c'est-à-dire que là, on réalise un mélange donc, à la main. Donc, on positionne des renforts fibreux dans le moule et après, on vient y ajouter de la résine liquide. Et ensuite, on réalise un cycle de polymérisation. Donc là, vous avez les différentes étapes. Donc, c'est appliqué au pinceau. C'est un process qui est plus dédié, dans notre cas, chez Decathlon, au prototypage qu'on va appeler monstre. Donc, pour avoir une première idée ou un proof of concept, donc, pour démontrer que ce produit peut fonctionner. Et nous, on va s'intéresser surtout sur la partie pré-imprégnée, donc ce qu'on utilise plutôt en production. Donc là, on utilise des machines à l'atelier qui permettent de réaliser des découpes relativement précises avec des formes complexes. Donc là, en l'occurrence, pour faire la pale, on a des contours, des formes. Donc ça, à découper au cutter, c'est un peu long et fastidieux. Il faut faire des gabarits pour après s'en servir pour les découpes. Là, on fait un programme, on fait une mise en plan 2D sur un logiciel de conception. Ou alors, juste avec Adobe, avec la suite Adobe, on peut faire des dessins et on les transfère à la machine qui nous réalise la découpe. Et donc, avec une grande précision. Ensuite, donc, le roulage, donc le rolling, c'est la façon de réaliser les tubes. Donc, le tube, il est moulé sur un
sur un mandrin en acier. Donc, on vient enrouler des plis de pré-imprégnés. Et ensuite, on va venir les mettre sur une machine qui s'appelle la machine BOPP. Donc, c'est un film cellophane donc, qui vient comprimer la fibre, qui vient chasser toutes les bulles d'air qui peuvent rester après avoir fait l'étape de rolling. L'air il reste emprisonné entre les couches du composite. Et ça permet de bien comprimer les plis entre eux pour avoir une bonne cohésion. Ensuite, on fait tout ce qui est la partie pâle. Donc là, ça va être une compression. Donc à partir d'un outillage, soit en lab, soit en aluminium, on peut faire. Donc on vient positionner des plis sur un noyau, donc un noyau en mousse, qui peut être de différentes natures. On vient positionner nos plis pré-imprégnés par-dessus et on vient les mettre dans une presse chauffante, donc qui peut monter jusqu'à 240 degrés et pouvoir presser jusqu'à 40 tonnes. Donc, ce qui est déjà intéressant. On fera des produits jusqu'à environ 600 à 700 mm. Ensuite, on a la partie donc, poignée. Donc, le produit que je vous ai emmené, si vous voulez, je pourrais vous le faire passer pour que vous voyez un peu la géométrie de la poignée. Donc, c'est un moulage qu'on appelle par vessie. Donc, le moulage par vessie, c'est quoi? C'est on vient positionner donc, les plis de composite autour d'une vessie en plastique, en nylon en général, qu'on vient mettre autour d'un mandrin. On met notre composite autour et ensuite, on peut sortir le mandrin. On a déjà la préforme donc, qui est réalisée, donc, comme vous pouvez voir sur la photo en bas. Et ensuite, on vient injecter de l'air comprimé dans cette vessie. Et ça a le même principe qu'un ballon, ça gonfle. Et ça vient appliquer un effort sur les feuilles de composite qui viennent polymériser à 130 degrés dans le moule. Donc après, on a notre produit qui est polymérisé, donc solide. Ensuite, on a une phase de test et de mesure. Donc là, par exemple, on a une flexion 3 points. Donc après, c'est issu du cahier des charges de notre client. Donc il souhaiterait que, par exemple, sa pagaie soit testée en flexion 3 points, en flexion 4 points. Nous, on fait en fonction on appelle ça des normes. Donc, on a différentes normes produits chez Decathlon. Et ensuite, elles sont corrélées avec le MechLab, par exemple, qui est dans notre équipe aussi. Et puis après, on va réaliser aussi tout ce qui est mesure de diamètre pour vérifier que les paramètres des machines sont corrects, pour vérifier que nous ne sommes pas trompés dans les simulations numériques, avant de pouvoir envoyer tous les plans à la production. Donc là, c'est la partie assemblage, donc, où on peut voir qu'après avoir fait la pâle et avoir fait le tube, on vient assembler les éléments. Donc, de plusieurs façons sont possibles. Là, en l'occurrence, on avait cuit les éléments séparément et on les a reliés avec une nouvelle couche de pré-imprégné, pour faire une jonction rigide. Ensuite, donc, du coup, on fait les 2D, donc là, plutôt industriel. Une fois qu'on a éprouvé, réalisé plusieurs prototypes, ça nous permet d'établir les différentes chaînes de code du produit et de ça, faciliter le transfert chez notre fournisseur qui va ensuite pouvoir, à partir de ces 2D, usiner l'outillage de production et réaliser les différents protos. Enfin, les différents produits, pardon, excusez-moi. Voilà. Et du coup, pour conclure, je vous présente une petite vidéo du développement, comment il s'est réalisé. Vous allez voir les différents essais, différentes étapes de prototypage dont je viens de vous parler à l'instant.
Voilà pour la vidéo. Donc, merci pour votre attention. C'était tout. Merci beaucoup, merci de nous avoir présenté votre poste. Ça a l'air très intéressant. Vous suivez vraiment toute la réalisation du produit, de l'idée, de la conception, de la fabrication. C'est ça. Ça a l'air très intéressant. On va maintenant passer aux questions. Oui, justement par rapport aux idées, la première question c'est comment trouvez-vous vos idées de nouveaux produits chez Decathlon? Ça dépend des produits, on va dire, mais généralement, on essaie de trouver des solutions techniques. Parfois, c'est un peu compliqué parce qu'on a affaire à des personnes qui ne sont pas très techniques. Donc là, on va pas mal les guider sur le choix. Donc après, en général, c'est des produits, on essaye d'orienter les idées dans le sens de l'industrialisation, mais aussi d'arriver à sortir des produits un peu exclusifs et qui restent accessibles pour le plus grand nombre. Je ne sais pas si c'était clair. C'est clair, c'est clair. Une deuxième question. Oui. Quel impact peuvent avoir les matériaux composites dans les performances des athlètes? Et voilà, c'est la question. Ça, c'est une bonne question. Parce qu'on a eu en ce moment, on en parle beaucoup avec les Jeux Olympiques, avec des records qui tombent, notamment avec les nouvelles semelles en composite qui permettent aux sportifs de gagner quelques secondes, enfin quelques dixièmes de seconde sur leur temps. Après, il faut voir les choses comme une aide, mais je ne sais pas si on… Parfois, le composite, il permet vraiment d'avoir un produit qui sera plutôt destiné à la performance, mais après, il n'y a pas que le produit en composite qui joue. Je pense que vous avez dû le voir avec, précédemment avec la personne qui a présenté son parcours, M. Eric Baron. Je pense qu'il doit avoir des vélos en composite, à mon avis. Ils sont peut-être très techniques, mais il y a aussi beaucoup de l'humain qui joue. On a vu, il a beaucoup parlé de l'équipe et de son entourage personnel, que ce soit professionnel ou personnel. Il nous a beaucoup parlé de sa vision, de sa vision de la performance et de son mental, et voilà, de son entourage surtout. Encore une question, Manu? Après, oui. Moi, j'ai testé des semelles comme ça en composite. Après, ça dépend, je pense, les personnes, le type d'utilisation, mais ce n'est pas forcément adapté pour tout le monde. Par exemple, moi, je n'ai pas observé d'amélioration de mes performances avec des semelles en carbone, peut-être parce que je n'ai pas un niveau assez élevé. Après, c'est pour ça que ça peut se… Il y a différentes justifications qui sont possibles. Parmi les questions qui ont été envoyées, on choisit une dernière. C'est une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a amené à cette position aujourd'hui? Plutôt votre intérêt pour le sport ou votre compétence en matériaux composites? Alors là, à la base, c'était plutôt sur le… Moi, j'étais intéressé par tous les produits composites parce que j'aimais bien la pêche, j'aime bien tout ce qui est tir à l'arc, j'aime bien le vélo. Donc ça, c'est plutôt mes sports, on va dire, passion. Donc, j'étais attiré par ça. J'ai rencontré IPC pendant que j'étais à l'IUT et on m'a orienté justement en souhaitant m'orienter dans ce domaine-là. Ils m'ont conseillé de contacter Decathlon et après, j'ai été surtout recruté parce que sur mon côté technique et après, j'ai continué parce que c'était vraiment… j'avais l'intérêt sur tout ce qui est prototypage. J'aime faire de la réalisation. Concrétiser des idées et après c'est toujours une fierté de pouvoir avoir des produits qui sont mis en magasin. Voilà. Une toute dernière. Je vois qu'on a un peu. Êtes-vous épanoui dans votre vie professionnelle chez Decathlon? Quels sont vos futurs projets? Oui, plus ou moins, enfin plutôt épanoui parce que au final, j'ai quand même pas mal de responsabilités en étant vraiment très jeune dans l'entreprise. J'étais un des plus jeunes de l'équipe en tout cas quand je suis arrivé et avec des perspectives d'évolution assez rapides parce que je suis passé tout de suite quand j'étais en alternance, le responsable d'atelier est parti, donc je gérais déjà l'atelier pendant mon alternance, donc j'avais déjà pas mal de responsabilités.
Et puis après, mon patron aussi m'a positionné sur le poste, sur une évolution de carrière assez rapide. Donc, avec là encore de nouvelles perspectives d'évolution. Donc, je suis plutôt épanoui. Et en plus, c'est un métier qui me plaît, de vraiment avoir le concret, pouvoir manipuler, rester dans la technique. Parce que c'est ce qui parfois manque un peu chez Decathlon. La technique, hein, c'est encore… tout le monde n'est pas très technique. Et du coup, on est là pour les accompagner. Et c'est vraiment valorisant comme poste. Moi, j'ai une question personnelle. Dans une équipe, en fait, dans le développement de produits, il y a… Comment c'est, en fait, toutes les personnes qui sont impliquées dans le développement des produits sont techniques ou pas forcément dans l'équipe de prototypage? Dans l'équipe de prototypage, on n'est que deux, donc on est technique. Mais dans la partie, si on remonte aux besoins, les personnes ne sont pas compétentes dans le domaine technique, par exemple dans le composite. Justement, c'est pour ça qu'ils viennent, ils nous consultent, ni dans la conception, ou alors ils sont bons en design. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on reçoit une pièce conçue par un designer. Donc après, nous, on la retransforme avec les concepteurs 3D pour pouvoir après ensuite créer les outillages, vérifier la réalisation technique et la faisabilité industrielle du produit. Et après ensuite, toutes les étapes de prototypage. Donc là, ça reste avec les équipes compétentes de notre part, donc Takeoff, qui peuvent être soit le prototypage, soit ensuite tout ce qui est conception et développement d'outils. Mais c'est pour ça qu'on est vraiment le bureau d'études de Decathlon, parce qu'on a une partie équipe produit, donc c'est vraiment les demandeurs, ceux qui ont le besoin. Donc là, en l'occurrence, c'était l'équipe de Spordo et Tiwit. Et donc, ils ont eu confiance en nous pour le développement de ce prototypage. Je pense que c'est ça. Je vais vous poser une question aussi. Vous êtes très jeune, vous avez quelques années de plus que nous. Comment est-ce que vous avez fait pour… quels conseils vous pouvez nous donner pour passer à des postes à responsabilité assez rapides, plus rapidement que les autres, par exemple? Faut travailler, je pense, pas mal. Il faut faut pas avoir peur de faire des heures sup pour faire avancer ses projets. Il faut savoir bien communiquer. Ça, c'est super important. Moi, par exemple, je ne suis pas un très bon communicant et ça pourrait pêcher plus tard pour moi, par exemple. En tout cas, dans des entreprises comme Decathlon, la communication, ça a un gros potentiel. Souvent, on voit plus les personnes communicantes que les personnes techniques. Donc après, ça dépend ce ne sera pas pareil dans l'industrie, mais ça dépend après des domaines. Après, il faut être assidu et vraiment partager. C'est comme ça qu'on peut évoluer assez vite. Et s'intéresser aussi, être curieux. Vraiment être curieux à toutes les étapes. Là, par exemple, il y a beaucoup de choses que je fais qui ne font pas partie de base de mon domaine de compétences. Je m'intéresse au calcul numérique alors que je n'ai pas forcément le niveau. Je ne suis pas ingénieur, je suis simplement un technicien, mais ça ne m'empêche pas de partager avec toutes les personnes en relation dans le projet. Et c'est ça qui permet après de faire un réseau. Et après, ça encourage d'autres personnes à venir chercher des projets, à nous consulter. Là, par exemple, j'ai eu le cas sur un projet où on est venu me voir, on me dit ouais, cette personne m'a dit que tu travailles sur ce produit-là et ça marchait bien. Et donc, du coup, on a des questions pour toi. Et au fur et à mesure, on se fait connaître comme ça aussi sur le fait de rendre des produits qualitatifs. Ça aide à convaincre. Et sur le développement du produit, combien de personnes sont autour de la table? Ça dépend. En général, on ne fait pas toutes les étapes. Donc, normalement, il y a toute l'équipe design, tout ce qui est design, chef de produit, ingénieur produit. Donc, l'ingénieur produit, c'est celui qui va être en charge de tout ce qui va être gestion du planning. En gros, c'est le chef de projet. Après, il y a la partie développement, donc composite pur, donc là où on était plusieurs.
J'ai un collègue ingénieur recherche et développement, notre patron qui faisait de la simulation aussi, un ingénieur simulation, nous les prototypistes en général, et on arrive à rendre un prototype fonctionnel. Des fois, on a besoin des concepteurs aussi, quand on passe du design à la 3D. Mais des fois, c'est nous, les prototypistes, on arrive à faire les conceptions. Donc après, pareil, les conceptions outillage. Et après, une fois qu'on a fait tout ça, on a aussi l'ingénieur méthode qui doit être dans la boucle pour pouvoir industrialiser plus facilement les produits. Et toute l'équipe, on a les acheteurs qu'on voit moins fréquemment, mais qui sont plus en relation avec l'ingénieur méthode dans ce cas-là, par exemple. Merci pour... Oui. Est-ce que c'est possible de rapatrier la production des paquets par exemple en France ou du composite On travaille dessus. En fait, on essaie de faire du local pour local. Donc, essayer de développer dans les zones où le produit sera vendu. Donc, ça, c'est une des grandes étapes parce qu'on a un peu de la production partout dans le monde. Il y a de la production en Europe, il y a de la production en Asie. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais après, c'est des contraintes qui sont plus liées aux achats que des volontés. Parce que là, maintenant, avec ce qui se passe en ce moment, avec les accords de Paris, donc on est de plus en plus à travailler sur les mix énergétiques de nos fournisseurs. Donc on regarde pour des productions plutôt Europe, parfois, surtout si le produit est vendu en Europe. Voilà. Donc après, on dispose d'un panel de fournisseurs dans la zone où il sera vendu. Est-ce que vous pourriez avoir des aussi bonnes capacités à produire qu'à Taïwan, par exemple? On entend toujours que les câbles de vélo, on n'arrive pas à les rapatrier. Parce que si on les fait en France, ils pètent. Parce qu'ils pètent? Oui, chez Origine, j'ai pris chez Origine à côté, et on demande, mais c'est de les rapatrier en France, et à chaque fois, sur les on a tous pété en France. D'accord. Parce que Taïwan, ils ont un peu plus. Ça fait 50 ans qu'ils font des vélos, peut-être, c'est pour ça, ou 30 ans. Parce que nous, c'est pareil. Après, pourtant, après, en termes de. Après, il faut faire attention au process, déjà. Ça, c'est une importance capitale. C'est comme dans l'aéro. Dans l'aéro, s'il n'y a pas des standards, si le process est mal respecté, on voit tout de suite, ou si jamais on fait tomber un marteau, par exemple, sur un aile d'avion, là, le produit, directement, il va être défectueux. Après, est-ce qu'on met aussi les moyens, tout ce qui est contrôle non destructif? Ça, c'est important quand on fait un produit. Et ça, c'est des choses qu'en Chine, il n'y a pas forcément. Ou par exemple, en Asie, à Taïwan, ou je ne sais pas. Et peut-être que ces personnes-là, elles utilisent quand même des contrôles non destructifs. Ou globalement, en général, ils font moins de simulation, ils font plus de l'itération en général. Donc, ils ont des squelettes et après, ils font des changements selon le design. Après, ils font beaucoup de protos. Donc après, peut-être que ça joue, mais je ne vois pas pourquoi en France, on ne pourrait pas. Nous, les produits, pour l'instant, en prototypage, je ne crois pas qu'on a un produit qui a cassé une fois, mais c'était justement pour le développement du Surf Secure, donc du Foil Secure, où là, on savait, parce que c'était sur des tests avec des noyaux imprimés en 3D, c'était vraiment un prototypage monstre. On savait qu'il y avait des petits problèmes d'adhérence. Donc voilà. Mais sinon, si on fait des produits comme vous avez, par exemple la Pagaie, là, j'ai pu la tester en usage. Je ne suis pas un grand pratiquant de stand-up paddle, mais on n'a jamais eu de problème. Et puis les sports qui ont testé n'ont pas eu de problème. Et justement, même on avait testé d'autres produits. Non, c'était un autre produit qui était. Nous, on n'avait pas eu de casse. Le produit qui avait été dimensionné, il n'avait pas été dimensionné et il a cassé tout de suite. On l'a testé en labo et on a tout de suite vu. Et ça aussi, il y a la rigueur des tests laboratoires. C'est important de bien éprouver le produit avant de pouvoir l'utiliser. Ça, c'est important. Mais sinon, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire une production ici. C'est dernière question, parce qu'après on a un timing à gérer, mais vas-y. Le Foil Secure, c'est quoi comme technologie qui est au bout pour en gros, c'est un revêtement, je ne sais plus la matière exacte parce qu'on a fait plusieurs itérations, mais nous, on avait testé avec du polyuréthane. Et donc, en gros, c'est un bord moulé qui permet d'absorber les chocs. Donc, au niveau du mât, donc là, c'est un profil en alu, le mât.
Et dedans est insérée une bande en gel, donc soit polyuréthane, soit en thermoplastique ou non, en silicone. Je ne vais pas y arriver. Dans un matériau qui absorbe relativement bien les chocs. Et on a ça à l'avant, à l'arrière et sur les côtés, on a l'ensemble du foil qui est relié pour éviter justement d'avoir les bords d'attaque et les bords de fuite apparents, pour éviter tout de coupure. Donc ça, c'est la conception propre à ce foil. Après, je vous invite à aller voir sur Decathlon, vous verrez les différents avantages produits, ils vous expliqueront. C'est assez bien expliqué, je pense. Merci beaucoup. On peut l'applaudir bien fort encore. Il nous reste une dernière conférence.